Et salut, salut! Là, aujourd'hui, vidéo un peu plus comique de Paul Saint-Pierre Plamondon qui s'en va parler de WoW, de l'indépendance du Québec au, euh, au Figaro en France il y a quelques mois. Euh, Beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à dire. Qui s'affirme en effet, d'un drapeau québécois qu'on veut. Studio du Figaro. Vous êtes donc à Paris, vous êtes en France, vous êtes en Europe. Pourquoi cette tournée? Parce que notre vision du Québec, qui est un Québec qui rayonne, qui existe et qui rayonne partout à l'international. Et la mission fondamentale du Parti québécois est de faire du Québec un pays. Une question qui reprend Un de pays l'espace. indépendant, hein? Un pays Indépendant du Canada. indépendant. Et une question qui, dans l'espace québécois, reprend de la vigueur à la lumière de phénomènes récents comme notamment le déclin du français au Québec, le déclin du français dans toutes les provinces canadiennes, y compris le Québec, un déclin évidemment culturel qui vient avec, et donc de véritables questions sur la capacité des Québécoises et Québécois d'assurer une pérennité au fait français en Amérique. Comment on voit que le... Bon, on a déjà beaucoup de choses mélangées. L'identité nationale, déjà, qui est amenée, qui, qui se base sur une réalité culturelle. Alors, l'identité nationale, c'est une somme de choses. C'est un ensemble flou. Souvent un territoire, qui peut être la seule composante réellement matérielle de ça, et qui dure tout le temps dans l'histoire, mais même si ce territoire-là change, sa délimitation change moins. Bon. À part ça, on a, et c'est là-dessus que joue généralement la droite identitaire, l'identitarisme national en général, c'est qu'on a souvent une culture, une ou des cultures. On va faire croire que c'est une culture qui resterait, serait pérenne, comme ça, il resterait pendant des siècles. Euh, mais quand on regarde ça, bon, on se rend compte que l'identité en général, le terme identité en lui-même est dans la réalité par tout son sens. Est-ce qu'il y a des choses qui restent et ne changent pas du tout d'état? Ce qu'on se rend compte, c'est que dans la vie en général, tout est un peu en mouvement. Et de là à dire qu'il y aurait identité nationale, surtout sur un même territoire, il y aurait quelque chose qui serait hors du territoire, quelque chose qui serait périn, qui resterait continu, une culture par exemple, qui serait commune à tout le monde, mais on le sait bien que c'est faux. Bon, ça on le sait. Par ailleurs, faut faire attention à ne pas diaboliser ce sentiment-là, parce que même si l'identité nationale en tant que telle, bon, c'est un mot qui existe, mais que la réalité qu'il décrit, n'existe pas. L'identité nationale existe comme affect dans les corps québécois, même chez les travailleurs et travailleuses. Beaucoup chez les travailleurs et travailleuses. Si on a jeté de la population québécoise, évidemment, mais les salariés. Mais donc, faut pas, on peut pas dire que ça existe pas. Ça existe en tant que sentiment flou, un peu qui est nourri comme ça, qui existe pas de base, hein, qui est nourri par l'éducation et par un contexte culturel et social. Mais surtout un contexte social, parce qu'il y a bien sûr des intérêts à faire croire à plusieurs partis politiques, de droite comme de gauche, qu'il y aurait une identité québécoise figée dans le temps, ahistorique, et que cette identité ne serait pas du coup la multiplicité des cultures qui auraient existé au Québec. Et même pas la culture dominante, parce que est-ce que par exemple la culture des années 80, c'est la même que celle d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elles ont en commun? Très peu. Et très très peu. Et j'ai beau aimer certains artistes des années 80 au Québec, j'ai beau aimer par exemple la poésie des années 70, Marie Huguet,
Si je me souviens bien, non, c'est 90. Mais mettons, Huguette Golin, tout ça. Années 60 plutôt. Hubert Aquin. J'ai beau aimer des époques de la culture québécoise. Mais j'en fais pas un programme politique. Hein. Je veux dire, je vais pas imposer à tout le monde. Ça, ça, c'est ça le Québec. Le Québec, c'est telle culture des années 50, puis ça reste. C'est faux, ça a jamais été le cas. Ça a été, même dans les années 50, il y a une culture peut-être dominante. Encore, c'est difficile à décrire. Est-ce que Hubert Aquin, ça a déjà été dominant? Est-ce que même Régent Duchamp, ça a déjà été lu par une majorité? Non. Ça a toujours été minoritaire. Donc, on nous parle de quelque chose, on joue sur des affects qu'on nourrit, que le Parti québécois nourrit depuis qu'il existe. L'identité nationale. Mais il faut pas rendre ça ridicule, parce qu'il y a des raisons pour lesquelles, je veux dire, c'est tellement poussé par les médias et des partis politiques, il y a des raisons pour lesquelles on peut croire, ces affects-là fonctionnent, ils prennent. Notamment parce que la vie de travailleur est une vie de précarité, il faut le savoir. Je veux dire, est une vie de précarité au sens, ou plutôt d'insécurité financière, de stress financier. Il y a toujours cette petite affaire-là qui peut pointer à tout moment de danger. Avoir quelque chose de stable comme ça, même si c'est bien flou, puis pas clair, puis pas, ça se base pas sur des réalités matérielles, ben ça peut aider. Ça peut prendre, quoi. Ça veut pas dire que c'est utile que c'est utile à l'émancipation des travailleurs, par contre. Voilà où on va en venir. Le français décline au Canada et au Québec. On se fie sur Statistique Canada, qui ne sont pas indépendantistes et qui nous disent que le français a perdu 5 points de pourcentage en quelques années et que le déclin attendu du français au Québec est encore plus important. Ce sont des données qui sont confirmées lorsqu'on examine la langue du travail, la langue de la consommation culturelle. Tous les indicateurs nous disent qu'il souffle un vent de mondialisation qui se produit en anglais. Et on a également un gouvernement fédéral canadien qui est, somme toute, assez hostile à reconnaître. Bon, en passant, la mondialisation, concept extrêmement fumeux. Le capitalisme, depuis le 17e siècle, est déjà mondial. Depuis l'époque des grandes colonisations en Amérique du Sud et en Afrique, le capitalisme est mondial. Pour qu'un mode de production soit dominant, bah, il s'accapare tout. Il s'accapare toute la planète. Le capitalisme, c'est comme ça qu'il est devenu dominant. C'est en s'accapare. Les débuts de domination du capitalisme, de règne du capitalisme sur la production en général sur la planète, ben ça s'est fait justement en allant sur les autres continents par l'accumulation primitive, comme l'explique Marx et Engels. Il y a par les États-nations, les États qui étaient vers la fin de la monarchie, mais une monarchie de plus en plus absolue, qui sont allés exploiter les ressources naturelles et les individus indigènes en Amérique du Sud, puis en Amérique, je dirais ici aussi, en Amérique et en Afrique, même en Asie. Donc, en Australie aussi. En Océanie aussi. Donc, il n'y a pas de capitalisme qui a déjà été pas mondial. Déjà, puis on pourrait dire que, par exemple, l'impérialisme anglophone, certes, et américain particulièrement, l'impérialisme culturel, disons, l'impérialisme américain pousse une certaine culture américaine, une certaine industrie culturelle, a tendance à dominer depuis une cinquantaine d'années, de plus en plus, puis le Québec est vraiment pas différent ne suit pas ça de manière extrêmement différente de, par exemple, le Canada anglais. Je veux dire, au Canada anglais aussi, il y a une culture là,
Puis il y a des cultures, et ces cultures-là sont écrasées aussi par l'impérialisme américain, canadien, et même québécois parfois. Alors, je veux dire, on a nos capitalistes aussi. Le besoin de protéger sur le plan culturel comme linguistique le français. Et donc, jadis, les Québécoises et Québécois avaient un sentiment de sécurité, l'assurance à travers notamment une loi qui s'appelle la loi 101. Mais ça, c'est faux. On n'a jamais, il y a jamais eu franchement, de sécurité, de sentiment de sécurité par rapport à la langue. Ça a toujours été, le PQ, même après la loi 101, ça a toujours été un stress. Il y a toujours eu des gens pour nous dire, dans les grands médias, les médias dominants, que le français se portait bien mal, puis que, on était donc bien dans la merde culturellement au Québec. Puis, donc, et c'est pas une peur qu'il faut ridiculiser, mais il faut en être critique. Chez les travailleurs, elle est là, elle aussi. On n'a pas des capitalistes qui sont un peu flous, on sait pas trop ce qu'ils veulent faire, mais les travailleurs, je veux dire, leur langue, encore une fois, c'est un seul. On nourrira pas ces affects-là. On n'a pas besoin de nourrir ces affects-là. Mais il y a des manières de s'attaquer à l'impérialisme canadien, américain, mondial, et à l'industrie culturelle dirigée par le capital d'ici même, pour faire vivre les cultures multiples qu'il y a au Québec. Parce que c'est pas, au Québec, là, ce n'est pas, la poésie, ça a jamais été très dominant. Hein. Je veux dire, bon, j'en parle, je connais. Ça a jamais été extrêmement dominant. Mais il y a quand même eu une époque où c'était mieux. La quantité vendue n'a pas extrêmement varié, pourtant. Les librairies indépendantes, les poètes vivent de moins en moins de cet art-là. Presque plus, en fait. De cette branche-là de la littérature. Mais ils sont allés où, ces parts de marché-là? Ils sont allés dans les grands monopoles de l'édition et de la distribution. Archambault, Renaud Bré. C'est des fiertés québécoises, Renaud Bré, Archambault, là. Faire crever toutes les autres petites librairies. Ne pas valoriser la poésie. Personne n'a choisi ça, à part une petite poignée de capitalistes. Pourtant, c'est québécois. Est-ce que Paul Saint-Pierre-Plamondon, des manières de vécu des manières de combattre ça? Du tout. Le français était protégé. Se pose maintenant la question de notre capacité véritablement à offrir un avenir aux Français, et on pense que ça passe par l'indépendance, c'est-à-dire décider par nous-mêmes quelles sont les politiques adéquates sur le plan linguistique et culturel, mais on pense que ça passe également par des relations plus étroites avec la France, parce que la France joue un rôle essentiel, crucial, dans le maintien du... Non, là, soyons un peu matérialistes, là, au sens... prenons la réalité matérielle telle qu'elle est. OK? Qu'est-ce qui fait que les cultures québécoises perdent en capacité, en prégnance, perdent en force, perdent en capacité d'aller chercher les gens? Qu'est-ce qui fait que les gens ne s'y intéressent plus, n'ont plus le temps, bon, ne s'y intéressent plus? L'impérialisme canadien, anglophone, américain, mondial, et la concentration des capitaux dans l'industrie culturelle québécoise. Ce n'est pas l'indépendance qui va changer ça. Se libérer de l'État capitaliste canadien, ce que ferait probablement l'indépendance du Québec, ne nous libère pas de l'État capitaliste québécois, qui depuis ses débuts ne s'attaque jamais à l'impérialisme, premièrement. Aucun gouvernement d'histoire du Québec ne s'est attaqué de moindre manière à
à l'impérialisme, donc aux capitaux étrangers qui investissent ici, qui nous forcent à gober leur culture, la culture qu'ils ont à nous vendre. Aucun gouvernement québécois ne le fait, ni même le PQ. Ni même le PQ, supposément, lors du premier mandat, qui serait un gouvernement super progressif, qui après 2 ans déjà, même Godin attaquait, sa poésie un peu en Godin, mais oulala, attaquait les syndicats 2 ans après, il trouvait ridicule, puis il traitait de petit bourgeois. Bon, toujours est-il que c'est pas le PQ qui va faire ça, parce que le PQ a toujours été un parti capitaliste, au sens où il a défendu l'État capitaliste dans chacun de ses mandats. Dès qu'il y avait plus de croissance, puis on ne pouvait plus faire payer les travailleurs, ça n'a jamais été, on va faire payer le capital, on va taxer davantage les richesses, on va nationaliser davantage. Par exemple, on a nationalisé, je sais pas moi, collectiviser, mettons, on collectiviserait Renaud-Bré, Archambault, puis on mettrait ça sous la démocratie des travailleurs et travailleuses. Puis la population aussi civile pourrait être sur les conseils exécutifs de ces lieux-là, puis décider de ce qui va se produire, puis des grandes maisons d'édition, même de même manière, ils pourraient décider de ce qui se publie. Ben non, c'est toujours une petite poignée de personnes qui décident de ce qu'on va publier, puis de ce qu'on va distribuer, de ce qui va se vendre. Pas ça comme donc une manière de régler ça. Et l'État capitaliste va toujours donner des moyens et des barèmes qui sont tels qu'ils ne permettent jamais à un gouvernement progressiste réellement d'être au pouvoir et de défendre les cultures du territoire québécois. De la vie culturelle en français en Amérique. Mais vous pensez que les Français croient encore en ça? Dans quel sens? Et ce n'est pas aller vers la France qui va nous régler ça. Non, il faut s'attaquer à la cause matérielle des problèmes de nos cultures, le capitalisme. C'est pas en ayant créer des alliances avec la France, la francophonie, mais sous le capitalisme, il va toujours falloir que ce soit rentable. Parce qu'il est rentable aujourd'hui, c'est la culture telle que défendue par le capital. Et le capital dominant mondialement, il se trouve. Le capital est majoritairement anglophone. Il défend la culture. Il amène de la culture anglophone. Donc si on s'y attaque pas, il n'y a pas de moyen. Puis la France n'est pas prête à faire ça sous le capitalisme. Le gouvernement français, tant que l'État bourgeois sera pas renversé, pas grand chose à faire de ça. Donc. Pas grand allié à les trouver. Est-ce que vous pensez que les Français croient encore à la nécessité que le français soit fort et vigoureux au Québec? C'est ce que je suis venu poser comme question. Ouais. Et quelles sont les réponses que vous avez obtenues sur ça? C'est parce qu'il y a plusieurs des mêmes questions qui se posent en France. Est-ce que la France, qui est d'une richesse culturelle, qui est une nation tellement grande sur le plan linguistique et culturel, est-ce qu'elle a à se fondre à l'impérialisme culturel anglo-américain? Ou est-ce que, au contraire, on veut une France qui rayonne sur le plan culturel, au bénéfice du Québec, certes, mais au bénéfice de la France? Donc, du point de vue québécois, les mêmes questions se posent en France, et évidemment qu'on encourage les Français à prendre tout l'espace possible pour la culture en français. Et on dit aux Français, avez-vous de l'intérêt pour que le fait français en Amérique continue? La plupart des gens nous répondent avec un grand sourire, parce qu'il y a une amitié Québec-France qui date. Il y a une diplomatie du Parti québécois en France qui date de plusieurs décennies. En passant, il ne s'agit pas de nier du tout qu'il y a eu un moment où il y avait une spécificité de la domination des travailleurs québécois, à savoir les Québécois et Québécoises. À savoir que pré-révolution tranquille, disons, pour faire grosso modo,
disproportionnellement, les capitalistes au Québec, ce sont les capitalistes anglophones. Bon. Une bourgeoisie anglophone, disproportionnelle par rapport à la population anglophone. Bon. Et donc, la majorité des travailleurs étant francophones, à l'époque, encore aujourd'hui, au Québec, eh ben, ils se faisaient une des manières de les oppresser, c'était en les empêchant de parler leur langue, au travail, par exemple. Bon. La Révolution tranquille va faire développer une bourgeoisie francophone au Québec. Donc, il y aura plus cette manière-là d'oppresser. Pour autant, on est encore sous le capitalisme. On a juste développé une bourgeoisie francophone. Par contre, aujourd'hui, est-ce qu'il y a une oppression matérielle des travailleurs québécois? Est-ce qu'il y a une oppression précise à ces travailleurs-là, comment dire, qui les différencierait vraiment des travailleurs d'ailleurs? Non, on a plutôt une espèce de ressemblance, en fait, entre les travailleurs du Canada anglais et les Québécois. Ils vivent tous l'oppression et l'exploitation sous le capitalisme. Tous et toutes. Hein. Il reste des reliquats de ça. Quelques reliquats qui sont pas de l'oppression matérielle, mais par exemple de la xénophobie dans les médias, comme on parle, c'est à quoi fait référence pas tout le monde. Mais vraiment, c'est, oui, ridicule, hein, cette xénophobie-là. Elle est ridicule, faut la dénoncer. 2, est-ce que, qui fait ça? Ben, les médias dominants anglophones. C'est pas les petits médias de gauche ou des partis qui défendent ça majoritairement. Et c'est les seules organisations militants progressistes qui font ça n'ont rien compris à l'Alliance des travailleurs canadiens qui doit se faire. On faut les combattre. D'ailleurs, j'ai fait ça moi en militant dans le Parti révolutionnaire transcanadien. Fight back la riposte. Je ne suis plus, mais en tout cas. Pour des raisons personnelles. Mais, et on les décriait. La gauche est capable de faire ça tout seul. Elle peut surtout critiquer. Je lui fais confiance. Mais il n'y a plus d'oppression matérielle des Québécois qui les rend spécifiques. Qui les différencierait des travailleurs canadiens. Voilà pourquoi il faut qu'on crée des luttes connexes. Une lutte de classe avec les travailleurs, lutter conjointement avec les travailleurs canadiens. On ne réussira pas seul. Et une indépendance seulement vis-à-vis de l'État canadien capitaliste isolerait les travailleurs québécois et québécoises avec un État capitaliste québécois et une classe bourgeoise québécoise et un impérialiste de l'extérieur contre lequel Placette Caplan ne va jamais rien faire de toute manière. Voilà pourquoi l'indépendance sous le capitalisme est un danger. S'il n'y a pas de projet, est un danger pour les travailleurs québécois. Pas parce que je sais pas moi, le Canada serait super progressiste. Là, je veux dire, Justin Trudeau, c'est vraiment mou. Là. On est vraiment sur le virage à droite peut passer à tout moment. On est vraiment sur du centre moral, ridicule. Là. On peut pas compter ça à gauche. Bon, toujours est-il, c'est pas un allié politique. Mais, je veux dire, qu'importe, ce n'est pas ça. C'est pas ce qui va, c'est pas parce qu'on serait plus sous la tutelle du Canada progressiste qu'il ne faut pas quitter. C'est parce qu'on serait seul avec un État qui aurait tous les pouvoirs sur une petite population de travailleurs, parce qu'on est quand même pas beaucoup. Si c'est un gouvernement qui est pas ouvertement socialiste, qui défend pas un programme socialiste, on s'ouvre à une bourgeoisie nationale renforcée, parce que c'est quand même ça le projet souverainiste à droite, c'est ou au centre, c'est quoi? C'est un renforcement de la bourgeoisie nationale, un protectionnisme peut-être. Ça nous empêche. On va se faire oppresser davantage dans notre langue. Est-ce que ça va être plaisant? Voilà.
Et ces amitiés-là, elles sont toujours là et je le sens dans tous les partis politiques, partout où est-ce qu'on Alors, va. on va y revenir. Vous dites l'indépendantisme reprend de la vigueur. Pourtant, quand on regarde les chiffres, vous avez été le premier parti du Québec, votre parti a été longtemps au pouvoir. Aujourd'hui, vous représentez plus que 15% des électeurs. Votre tour est passé, non? Aux dernières élections, vous faites, et je vous dis 15%, je suis sympa, hein, aux dernières élections, c'est 14,61%, avec 3 élus sur les 125 députés de l'Assemblée du Québec. Tous les partis d'opposition ont obtenu. C'est plus trop d'actualité parce que depuis le PQ est annoncé dans les sondages beaucoup plus élevé. Bon, les sondages politiques, c'est souvent ridicule, là. Ça forge aussi l'opinion publique, parfois, mais souvent, en fait, on peut prévoir. En tout cas, ça influence l'opinion publique. Mais il est passé devant François Legault, puis la CAQ. Pourtant, faut pas il est probable que peut-être le PQ soit élu aux prochaines élections. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les travailleurs québécois? Là, même s'il n'y a pas l'indépendance, le PQ, c'est un gouvernement, qui ait l'indépendance ou non, c'est un gouvernement qui, comme je l'ai dit, se vante d'être social-démocrate, comme si ça avait encore un sens. Or, il a été, comme j'ai dit, peut-être 2 ans dans son histoire en période de grande croissance. Aujourd'hui, on est dans une période de récession, une crise économique incroyable. Pensez qu'il va pas faire de l'austérité? Et évidemment qu'il va faire payer les travailleurs. Il va pas faire payer les super profits des grandes chaînes d'épicerie au Québec. Au Canada, il va pas faire ça. Mais non. Le Parti québécois n'a jamais taxé les richesses. Il n'a jamais fait ça. Les grandes richesses, le grand capital. Il n'a jamais fait ça. Il a déjà fait des allocations, des concessions aux travailleurs après des grandes luttes. Des concessions à des syndicats, par exemple. Lors de son premier mandat, 76, vers la fin, 79-80. Il a fait des grandes concessions aux syndicats qu'il y avait après des grands mouvements syndicaux, en tout cas, au Québec. Puis, évidemment, c'est pas de gaieté de cœur, mais ils ont accordé de bonnes augmentations de salaire, notamment. Est-ce que, puis 2 ans après, 2 ou 3 ans après, je pense en 82-83, il était déjà prêt à se dédire parce que la croissance avait diminué, les taux d'intérêt augmentaient fortement, hypothécaires notamment. Donc il fallait diminuer la demande. Puis il fallait donc diminuer le salaire des gens, puis on n'avait plus d'argent pour pour donner les meilleurs salaires aux travailleurs. Évidemment, ça n'a jamais été envisagé par le PQ de taxer les richesses, d'augmenter le budget québécois. Ça n'a jamais été là. Ou même de diminuer les impôts des moins riches, de faire des impôts progressifs, ça n'a jamais été dans le projet du PQ. Donc moi, j'étais en état de faveur, en fait, j'ai très peur de ce qui peut se passer sur le PQ. Je pense que ça peut virer facilement à droite, assez rapidement économiquement. Puis que c'est déjà à droite sur l'identité nationale. Puis qu'il y aurait une haine, ça nourrirait la haine anti. Comment ils géraient ça, là, ce virage à droite, là? Mais finalement, que ce serait la haine envers les immigrants. Ou les gens en immigration récente. Le racisme. Nourrir le racisme. Puis, diviser encore plus les travailleurs. Je veux pas, il faut je pense pas qu'en tant que communiste, on doit être nécessairement indépendantiste ou fédéraliste. C'est sortir du Canada, s'attaquer à l'État canadien sans libérer l'État capitaliste canadien. Est-ce que ça va être progressiste ou non? Ça peut se faire de manière totalement réactionnaire, en donnant beaucoup de pouvoir à la bourgeoisie nationale avec un gouvernement très à droite ici. Ou ça peut être de manière très progressiste, en se libérant en même temps de l'État capitaliste québécois, en collectivisant, par exemple, parlant de territoire et de ressources naturelles, les grandes mines, les grandes entreprises minières,
en le mettant sous le travail, la démocratie une démocratie de travailleurs-travailleuses qui planifierait, qui élirait avec révocabilité des élus, avec des élus qui gagneraient le même salaire que la moyenne des travailleurs. Il y aurait une manière qu'il n'y ait pas de bureaucratisation. Il y aurait une manière de faire tourner, par exemple, les fonctionnaires, leur faire changer leur faire échanger de poste assez fréquemment pour qu'il n'y ait pas de bureaucratisation. Il y aurait totalement manière d'avoir une plus grande un plus grand pouvoir des travailleurs sur leur vie, sur ce qui se produit au Québec, puis le respect de nos territoires. Donc, l'indépendance, ça dépend par qui, ça dépend pour qui. Tenu grosso modo 15%. Donc, il y a eu plusieurs partis d'opposition et le parti majoritaire... Pas la coalition Avenir Québec qui, elle, a eu 40%. Et voilà. Mais comme tout en politique, il y a des cycles qui se terminent. Et ce qu'on voit dans l'espace, donc on serait classé par... Vous sentez qu'il y a un racisme anti-québécois? Oui, il y a un mépris. En fait, la seule communauté ethno-culturelle qu'on peut mépriser publiquement au Canada, à mon avis, ce sont les Québécois ou les Canadiens français, alors que... Non, mais je veux dire, je suis désolé, mais oui, on peut mépriser. C'est vrai qu'il y a une, comment dire, il y a une petite, il y a un progressisme, genre, du Parti libéral, notamment, là, puis de certains médias, là, qui ne s'attaquent qu'aux Québécois, en tout cas ouvertement. Mais je veux dire, c'est marginal, au sens où, dans la vie d'un Québécois, qu'à CBC, il ridiculise les Québécois, ok. Pour autant, je veux dire, le racisme, au sens fort du terme, pas interpersonnel, on s'en fout, les antiracistes militent pas contre Madame Ginette ou Monsieur Renaud Gilbert qui dans sa rue qui chez lui se dit les Noirs sont bien chiants. C'est pas ça la lutte antiraciste. La lutte antiraciste, c'est lutter contre un racisme pris au sens de rapport social qui se reproduit dans la société et qui même est mondial. Voilà, le racisme en tant que rapport social total qui gouverne la société, les rapports sociaux en général. Donc, par exemple, on parle de lutte on peut dire lutte des races, par exemple. On peut dire qu'il y a un impérialisme qui est toujours présent, même dans les pays post-coloniaux, donc qui aurait vécu une décolonisation, supposément. Il y a un impérialisme des grandes banques, des grands États, des grandes entreprises, souvent minières, d'extraction de ressources naturelles, qui exploitent particulièrement ces territoires-là, vont les faire travailler à bas prix, faire de la sous-traitance, parfois même du semi-esclavage, encore aujourd'hui. C'est la norme. Ce n'est pas des trucs... c'est pas l'exception, c'est la règle. Et le gouvernement canadien de Justin Trudeau fait ça. Aide à ça, en est le témoin et le complice et l'instigateur parfois. Donc, il y a ça comme le rapport racial, c'est ça. C'est l'impérialisme sauvage, l'impérialisme tout court, donc on subit nous aussi. Puis c'est le racisme de l'État québécois, c'est le racisme au travail, par exemple, la difficulté d'accès à l'emploi. Puis ça, faut dire, les Québécois blancs ne vivent pas ça. Ils vivent pas cette exploitation-là. Hein. Ils vivent d'autres exploitations. Ce sont des femmes, ils vont vivre une exploitation patriarcale, mais ils vont vivre mais où ils vont vivre au travail. Le travailleur normal va vivre l'exploitation au travail. C'est comme ça le capitalisme plus épérin. Mais il vit pas de l'exploitation raciale ou de l'oppression raciale, c'est tout. C'est pas lui qui l'a fait. Hein. C'est pas lui qui
décide que la police va taper plus ses noirs que ses blancs. J'en ai décidé ça. Mais il la subit pas. La doctrine officielle du Canada, c'est la tolérance. D'ailleurs, Justin Trudeau vient de nommer une commissaire Qui est québécois, pour lutter. Justin Trudeau. Oui. Il vient de nommer une commissaire dont la mission est de lutter, puis une collaboration C'est un dialogue qui de sourds, remonte à notre fondateur René Lévesque. Puis c'est pas du tout un dialogue de sourds parce que les politiques sociales, socio-économiques du Parti québécois sont véritablement social-démocrates. Et en effet, c'est vrai. Dépassement de la nation. Qu'est-ce que vous pouvez... Parfaitement les... Fière entreprise d'ici, Ewell conçoit au Québec et teste dans notre Grand Nord ses technologies de vêtements chauffants performants. Avec Ewell, augmente... En réalité, cela, c'est plus vraiment intéressant par après, mais il faut vraiment se poser la question de qu'est-ce que le PQ va faire pour sauver la langue québécoise. Pour combattre l'impérialisme anglophone, puis faire qu'on puisse continuer à travailler en français si on le veut. Comment? Il n'y a pas de manière. Depuis le début, les manières du PQ, comme la loi 101, par exemple, c'est de l'affichage. C'est faire que le capitalisme soit en français, puis forcer les immigrants à apprendre le français, alors que à envoyer leurs enfants à apprendre le français. Vous imaginez la fracture générationnelle avec ce que c'est pas plaisant, là. Tes enfants apprennent le français, toi tu l'as pas appris, ou t'as de la difficulté. En tout cas, parfois tu peux choisir que ce soit une autre langue dans laquelle tu vas étudier, puis c'est la seule manière de te rappeler ton pays. C'est pas de gaieté de cœur qu'on quitte un pays. Non? Bon. Deuxièmement, voilà, il n'y a pas de manière, le PQ n'a pas de manière de s'attaquer matériellement, aux bases matérielles de la suprématie de la langue anglophone. Comment s'attaquer à l'impérialisme anglophone? On va jamais le faire. Forcer, offrir de la francisation au travail. Par exemple, faire que tout employeur doit payer 1 heure, 2 heures peut-être dans la semaine l'employé pour qu'il travaille pour qu'il apprenne le français. Si c'est besoin de parler en français parce que surtout les personnes sont en France. Il y a une clientèle majoritairement francophone, dépendant des ordres en tout cas. Mais qu'il puisse apprendre le français s'il veut, puis qu'il soit payé pour le faire, qu'il n'ait pas besoin, parce qu'imaginez être une mère de famille, ou un père de famille, souvent c'est les mères monoparentales, ça arrive assez fréquemment. Vous imaginez, il faut se libérer un moment, là on a souvent on a beaucoup d'enfants, il faut se libérer un moment la semaine, aller apprendre le français, non mais les gens pas le temps en fait. Il faut moins qu'ils payent parfois, en tout cas. Parce que c'est pas toujours à proximité, il y a tout ça. On va offrir des bons services de francisation pour ne pas obliger, permettre si les gens le veulent, faire payer l'employeur. Évidemment, il y a une différence entre les grands employeurs, les petits employeurs, on peut les aider, les petites entreprises, évidemment. Mais les grands employeurs qui le payent, dans tous les cas. Donc, que ce soit payé par l'État. Voilà. Voilà, en somme, ce qu'il y avait à dire sur le ridicule de l'indépendance l'indépendance du capitalisme. Et par des capitalistes.